C'est avec plaisir que j'ouvre ce webinaire sur la mise en œuvre du programme EVARS à la rentrée prochaine. Cette mise en œuvre constitue un enjeu majeur pour au moins deux raisons que je souhaiterais nommer en ouverture. D'abord, le programme EVARS s'inscrit dans un processus plus global, celui de l'éducation affective et relationnelle, cœur de notre projet d'éducation intégrale. La qualité de notre projet repose sur la qualité des relations vécues au sein de nos établissements. Chaque enfant, chaque jeune doit pouvoir y trouver des temps et des espaces pour se construire dans sa relation à lui-même et dans sa relation aux autres, des temps et des espaces de parole et de dialogue. Et la deuxième raison est liée au contexte actuel, contexte qui met au jour des violences et des abus sous toutes leurs formes, y compris sexuelles, qui sont une forme de trahison de notre projet. Ce contexte vient nous montrer l'urgence de penser à frais nouveaux la manière dont nous souhaitons piloter la dimension éducative au sein de nos établissements. Dans ce pilotage, votre rôle en tant que chef d'établissement est majeur. C'est vous qui garantissez le cadre du déploiement des programmes au sein du processus plus global de l'EARS que vous mettiez déjà en œuvre. Je relèverai 3 points qui me paraissent absolument essentiels, qui sont d'ailleurs dits aussi dans la circulaire qui accompagne les programmes. Le cadre collectif de la mise en œuvre des programmes. En premier comme en second degré, le travail en équipe devient absolument essentiel. L'attention aux démarches proposées afin qu'elles respectent le développement affectif des enfants et des jeunes et qu'elles prennent en compte les questions légitimes qu'ils se posent. Et enfin, l'importance de la collaboration avec les familles. Ces 3 points rejoignent le projet d'éducation auquel nous croyons. Merci de votre engagement et bravo pour votre travail au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir au secrétariat général de l'enseignement catholique pour vivre avec vous ce temps de découverte sur la mise en œuvre des nouveaux programmes EVARS. Nous sommes ce soir plus de 2000 à nous retrouver pour parcourir les défis de cette mise en œuvre. Je suis Théo Lelier, chargé de mission au secrétariat général de l'enseignement catholique sur les questions d'éducation affective, relationnelle et sexuelle et sur le déploiement du 3PS sur l'ensemble du territoire. Bienvenue à vous, Sébastien. Vous êtes ancien enseignant de SVT, vous avez été ensuite chef d'établissement et depuis de longues années, vous êtes investi sur le champ de l'ERS. Vous êtes actuellement directeur diocésain de l'interdiocèse d'Aix, Digne et Gap. Et dans le cadre de votre mission, vous accompagnez les chefs d'établissement dans le pilotage institutionnel. La mise en œuvre des programmes EVAR au premier degré et EVARS au second degré dépend au démarrage du chef d'établissement. 4 responsabilités nous semblent être importantes et vont guider tout le fil rouge de notre webinaire. Sébastien, pouvez-vous nous rappeler tout de suite ces 4 responsabilités? Merci Théo et bonjour à tous. Les 4 responsabilités du chef d'établissement. Premièrement, donner une vision claire. Notre monde est en perpétuelle mutation et nos communautés éducatives ont besoin de repères. Le chef d'établissement va donner le sens et tracer un cap dans le cadre du projet éducatif qui est enraciné dans l'Évangile. Ici, nous allons parler plus particulièrement du projet de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle que vous appelez plus communément et que nous avons l'habitude d'appeler plus communément l'EARS. Le deuxième point, c'est le pilotage et l'organisation de la mise en œuvre. Une vision ne suffira pas. Elle doit se traduire en actions concrètes. Cela va supposer évidemment, et les chefs d'établissement en ont l'habitude, de la rigueur, de la méthode, de la capacité à mobiliser des ressources humaines, organisationnelles et matérielles. La cohérence de nos projets éducatifs et la mise en œuvre de l'éducation de la vie affective et relationnelle et à la sexualité, EVARS, va se retrouver ici comme un des composants de l'EARS. Le troisième point, c'est accompagner les équipes. Nos enseignants, nos personnels sont les premiers artisans de la réussite de nos élèves.
On va devoir les accompagner, les écouter, les encourager. Il faudra faire grandir aussi cette confiance et cette intelligence collective. Il faudra aussi, un quatrième point, communiquer avec les familles. Nous parlons très facilement dans l'enseignement catholique de coéducation ou d'éducation en partage. Les parents sont les premiers éducateurs et donc de fait nos premiers partenaires. Nous devons continuer à travailler une relation de confiance qui est fondée sur le dialogue, sur la transparence et le respect mutuel. Nous avons à faire grandir les jeunes qui nous sont confiés. Évidemment, ces responsabilités sont exigeantes et elles sont fécondes. Et nous pouvons rappeler qu'en cette année, nous sommes tous des passeurs d'espérance au service de chaque jeune. Merci beaucoup, Sébastien, de nous rappeler en introduction donc, ces 4 responsabilités que, je répète, donner une vision claire, piloter et organiser la mise en œuvre. Troisièmement, accompagner les équipes. Et quatrième point, communiquer avec les familles. Ces 4 responsabilités du chef d'établissement dans la mise en œuvre d'un projet EARS qui intègre l'EVARS, qui vont conduire toute notre réflexion. À présent, nous vous proposons de regarder une vidéo qui va resituer le contexte de ces nouveaux programmes EVAR-EVARS. De nouveaux programmes liés à l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2025. Ils s'imposent aux établissements publics et aux établissements privés sous contrat. Ils visent à transmettre des connaissances sur la sexualité et la santé, à favoriser des choix éclairés et responsables, à lutter contre les discriminations. Ils veulent également être utiles dans la prévention des violences sexuelles et du harcèlement. Dans les établissements de l'enseignement catholique, ces programmes prennent sens dans une perspective d'éducation intégrale, fondée sur la vision chrétienne de l'homme et sur le projet éducatif propre à chaque établissement. Le chef d'établissement a un rôle central dans la mise en œuvre de ces programmes. Il veille à l'articulation avec le projet d'établissement et mobilise les équipes pédagogiques, éducatives et de santé. Il incite à se poser collectivement les bonnes questions. Comment veiller à l'implication des parents? Comment travailler ces problématiques ensemble au sein de la communauté éducative? Comment adopter une pédagogie qui invite au discernement et respecte le niveau de maturité des élèves? Quelle progressivité? Comment créer un cadre de confiance? L'enseignement catholique s'est mobilisé. Des formations et des ressources que vous allez découvrir existent pour accompagner les équipes. Il faut faire du programme EVARS non pas une contrainte, mais une chance pour nourrir la relation éducative, faire grandir les jeunes et incarner notre mission. Sébastien, suite à cette vidéo qui nous resitue dans le contexte et dans l'arrivée de ces programmes qui devront être mis en œuvre à partir de la rentrée de septembre, est-ce que vous pourriez nous faire peut-être un petit historique sur l'origine, la genèse de ces programmes? Depuis quand parlons-nous d'éducation à la sexualité? Comment en sommes-nous arrivés aujourd'hui à ces programmes qui devront être mis en œuvre à partir de septembre? Oui, Théo, ces sujets sont quand même bien anciens maintenant, puisque ça fait 24 ans qu'ils sont d'actualité. La première fois où on en parle, c'est la loi de 2001, où il est imposé aux établissements 3 séances annuelles, mais on a à l'époque vraiment l'accent sur l'aspect préventif et sanitaire. La circulaire de 2003 va expliciter la notion de modalité et comment les mettre en œuvre. La circulaire de 2018, c'est un tournant dans cette vision, parce qu'on va être plus centré sur une approche systémique avec l'élargissement et les dimensions psycho-affectives et sociales. De 2023 à 2025, la logique devient encore plus globale puisqu'on va parler de climat scolaire. À partir de ce moment-là, les thématiques suivantes sont mises en œuvre, c'est-à-dire on va parler d'égalité garçon-fille, de la lutte contre les discriminations, de la relation interpersonnelle et la prévention des violences sexuelles et sexistes. Et on peut dire que nous avons progressivement un glissement d'un aspect qui est sanitaire vers une approche éducative. Et il est évident que nous nous y retrouvons bien parce que cela correspond évidemment à nos projets. On peut continuer aussi en disant que l'urgence est là. Et quand on reprend le rapport de 2023 de la Civise, eh bien, dans ce rapport, on apprend que 3,9 millions de femmes, 1,5 million d'hommes ont été confrontés à des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans.
ce qui représente 5,4 millions de personnes. 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles. Autrement dit, un enfant victime d'agression sexuelle toutes les 3 minutes en France. 77% au sein de la famille, 11% en institution, dont 40% en école, et seulement un enfant sur 10 va révéler les faits au moment des faits. Et si on continue, pour un enfant en situation de handicap, le risque est de 2,9 fois plus important. Et pour un enfant qui est atteint de maladie mentale ou de déficience intellectuelle, on a un risque de 4,6 fois plus important. Il est évident qu'on comprend pourquoi le programme insiste sur la protection des enfants dès le plus jeune âge et la prévention de toutes les violences, en fait. Merci beaucoup, Sébastien, de nous rappeler et la genèse et le contexte actuel qui nous invite vraiment à prendre au sérieux ces questions éducatives dans lesquelles l'enseignement catholique a toujours souhaité œuvrer. Un programme EVARS arrive, va venir bousculer un peu nos habitudes. Et ce soir, nous avons vraiment souhaité nous adresser aux chefs d'établissement à travers ce webinaire. Mais finalement, pourquoi? Pourquoi est-ce aux chefs d'établissement de prendre en charge cette question-là? Et pourquoi le chef d'établissement ne peut pas déléguer la mise en œuvre de ce programme? Alors, nous sommes à plus de 2000 personnes connectées ce soir, donc, dont beaucoup de chefs d'établissement. On ne va peut-être pas faire fuir tous les chefs d'établissement maintenant, parce que, en fait, un chef d'établissement, et ils le savent bien, il n'agit pas seul. Il s'appuie sur des équipes éducatives, sur des partenaires connus, sur les parents. Il reste, bien sûr, le pilote de cette dynamique. Il engage l'établissement dans une mécanique qui est première pour nous, qui est éduquer les personnes dans toutes les dimensions. Et peut-être, Théo, vous qui êtes référent sur ces propos-là, vous pourriez nous donner quelques éléments sur ces fondements. Effectivement, ce qu'il est important de prendre en compte, c'est que l'EARS s'adresse à tous nos élèves et concerne l'ensemble de la communauté éducative. L'EVARS, qui va venir compléter notre proposition éducative, n'est pas un module en plus, mais un axe qui complète la proposition éducative dans le projet ERS de l'établissement. Notre projet éducatif se fonde sur une vision de l'homme, sur une manière de percevoir l'élève, non pas juste comme un cerveau avec un cartable, mais comme un tout. L'élève est à éduquer autant dans le cœur, dans le corps et l'âme. Notre vision de l'homme s'articule avec cette vision éducative et le regard que nous portons sur nos élèves doit se traduire par une intuition collective, une implication collective de l'ensemble de la communauté éducative. Et cette coéducation va permettre de penser une éducation de nos élèves dans leur globalité. Peut-être, Sébastien, pouvez-vous nous parler un peu plus de cette coéducation qui est un des éléments structurants de notre action éducative? Tout à fait. Alors, on le reprend assez facilement. On l'a déjà dit, hein, les parents sont des acteurs premiers et ce sont des acteurs à part entière de l'éducation affective et relationnelle de leurs enfants. Cet aspect plénier de la personne et dans toutes ses dimensions est très important pour nous. Les dimensions, on peut les reciter. Elles peuvent être intellectuelles, corporelles, affectives, spirituelles et sociales. Cette formation intégrale, eh bien, il va falloir regarder ce programme EVARS aussi par ce biais-là. Le programme EVARS ne peut être réduit qu'à un programme d'intervention ponctuelle, mais un lieu de formation intégrale de la personne, avec en idée, pour le dire plus simplement pour le jeune, d'apprendre à se connaître, à respecter l'autre, à vivre des relations justes, et nous l'espérons, et permet de construire une société plus fraternelle. Merci Sébastien pour ces éléments d'introduction qui nous resituent dans notre projet éducatif et dans l'ambition éducative qui est portée par l'enseignement catholique. Peut-être que nous pouvons faire un zoom un peu plus concret pour essayer de comprendre quelle va être la mission du chef d'établissement dans un projet ERS et avec ce complément EVARS, comment le piloter, comment incarner, comment aussi évaluer, regarder pour fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Concrètement, que doit faire un chef d'État, un chef d'établissement? Et vous, Sébastien, qui avez été chef d'établissement,
peut-être que vous pourriez nous dire comment vous auriez procédé dans votre établissement. Alors déjà, ce programme s'impose à nous, puisque c'est un programme, donc il est obligatoire dans l'enseignement catholique privé sous contrat, à partir de cette rentrée septembre 2025, et en sachant qu'on parle déjà sur l'année scolaire 25-26. Donc le chef d'établissement, et on sait que beaucoup de chefs d'établissement ont déjà commencé ce travail, qui est de passer en revue toutes les actions qui sont en lien avec les VARS, les intervenants, les projets, les partenariats qui existent déjà. Et nous savons que nous avons, et nous sommes riches d'une expérience forte sur le ARS depuis de très nombreuses années, ce qui doit rassurer nos chefs d'établissement déjà. Les indicateurs de climat scolaire sont aussi des points qui sont importants et qui vont permettre aux chefs d'établissement d'aborder ce sujet en fonction de l'établissement qu'ils dirigent. Les indicateurs, on les connaît par les incidents signalés, le harcèlement, les discriminations. Il sait déjà quel type d'établissement il dirige. Et tout ça va se faire en partenariat avec les enseignants. Alors, au premier degré, on a un socle strict pour déployer les VAR. Ce sont les enseignants qui sont vraiment les partenaires premiers. Au second degré, le chef d'établissement, dans un premier niveau de réponse, devra réfléchir et travailler avec peut-être de l'expertise déjà présente dans l'établissement, avec des enseignants qui déjà se sont emparés de ces sujets depuis de nombreuses années. Et l'idée, vous l'avez compris, c'est un ancrage disciplinaire très fort qui devrait avoir lieu. Alors nous sommes menés un petit peu à réfléchir quelles sont les matières concernées. On a déjà fait une petite liste des matières. On va vous les citer de manière pas forcément exhaustive, mais déjà pour commencer. Alors on pense à des matières qui sont a priori très naturelles, comme les sciences de la vie et de la terre, prévention, santé, environnement, éducation morale et civique, histoire-géographie, et on continue, les lettres, éducation physique et sportive, la philosophie, éducation média à l'information, les langues vivantes, biologie et physiologie humaine, les sciences économiques et sociales, les arts, et je crois que je n'ai plus assez de doigts pour comptabiliser le nombre de matières disponibles. Et l'idée, c'est d'avoir un collectif le plus large possible pour que le chef d'établissement puisse s'appuyer sur des enseignants qui ont des diversités dans les matières et dans les approches qui vont apporter un enrichissement important. Il sera temps ensuite de pouvoir intégrer tranquillement dans la réflexion les élèves avec les conseils de la vie collégienne et les conseils de la vie lycéenne. Si je reprends un peu ce que vous venez de nous expliquer, vous, votre première réaction, ce serait de faire un état des lieux de ce qui se vit, de ce qui se passe déjà, pour essayer de voir ensuite comment programmer ces séances qui auront lieu annuellement par niveau. Donc, vous nous l'avez dit, au premier degré, on parle d'EVAR, éducation à la vie affective et relationnelle, ces séances devront se passer sur les heures de classe, en respectant l'organisation propre de la classe sous la responsabilité de l'enseignant. Et puis, au second degré, on parle bien d'EVAR, d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. 3 séances par an, par niveau, et qui sont structurées autour de 3 axes sur lesquels nous reviendrons ultérieurement. Ces 3 séances par niveau et par an sont sous la responsabilité des enseignants qui vont les animer, en être les responsables. Mais le chef d'établissement, comment lui il peut prévoir le pilotage? Comment il peut penser une évaluation continue, regarder les objectifs, regarder si on a atteint ces objectifs? Alors, pour le chef d'établissement, ils ont l'habitude de piloter leurs établissements, donc on ne va pas sortir des choses qui sont vraiment très nouvelles, en fait, parce que ces leviers essentiels, ils les connaissent. L'évaluation, ici, elle doit être formative, participative et évolutive dans le temps en fonction des retours du terrain. Pour le dire autrement, on peut avoir 3 niveaux, en fait, de réponse. L'évaluation des actions, si je le mets en question, c'est ont-elles, ces actions été réalisées comme prévu? Ont-elles atteint leur objectif? On peut parler aussi de l'évaluation des effets, c'est-à-dire que quel impact sur le climat scolaire, la relation entre les jeunes, comment la parole des jeunes peut être libérée. Évaluation du processus, c'est que cette coordination est-elle efficace et les partenaires que l'on connaît
sont-ils intégrés dans la démarche? Si je résume, encore une fois, ce programme EVAR pour le premier degré et VARS pour le second degré est à prendre en charge comme n'importe quel autre projet dans l'établissement, comme n'importe quel autre programme. Il est à piloter comme les chefs d'établissement ont l'habitude de le faire. De le faire, tout à fait. Je me permets aussi de rajouter que dans les éléments un peu pour accompagner cette mise en œuvre et pour avoir peut-être une photographie à l'instant T de son établissement, de voir les éléments qui sont déjà mis en place, peut-être que le plan boussole peut être un bon outil. Le plan boussole, qui fait partie du programme de protection des publics fragiles, permet à toute la communauté éducative de se réunir autour d'une table pour faire une photographie à l'instant T, pour essayer d'évaluer le climat scolaire, pour essayer de mesurer les efforts à faire pour mettre en œuvre une bientraitance éducative commune qui réunit l'ensemble de la communauté autour d'un projet porté collectivement. Nous vous proposons à présent un temps d'interaction à travers le WooClap. Alors, cette question va vous permettre de nous partager quelle est votre vision, selon vous, quel levier serait le plus pertinent pour assurer le pilotage de l'EVARS dans votre établissement. Quel levier vous allez pouvoir actionner pour accompagner la mise en œuvre des programmes à partir de septembre 2025. Une responsabilité qui incombe au chef d'établissement, et donc il est important que le chef d'établissement puisse repérer les leviers sur lesquels il pourra s'appuyer pour mettre en œuvre ce programme EVARS. Nous vous laissons donc le temps de répondre. Voilà, nous vous remercions d'avoir pris part à ce sondage où on voit bien que pour vous, le levier le plus important sera bien la formation, la sensibilisation de vos communautés éducatives. Effectivement, c'est un enjeu essentiel sur lequel nous prendrons le temps de revenir. C'est un enjeu aussi que l'établissement Notre-Dame des Missions a bien ressenti, la manière de comment impliquer l'ensemble de la communauté éducative autour de ce programme. Et donc, nous vous proposons de partir à la découverte de l'établissement de Notre-Dame des Missions à Charenton, de son chef d'établissement, M. Vella, et de la référente égalité filles-garçons, Mme Charlet, qui vont vous présenter la manière dont ils se sont collectivement emparés de cette question. J'ai toujours pensé que c'était des sujets dont il fallait s'emparer, que c'était des sujets importants. D'ailleurs, notre quotidien le montre, le nombre d'élèves qui vont à l'infirmerie, le nombre d'élèves qui se confient à des professeurs, le nombre d'élèves qui viennent nous voir, nous aussi, les chefs d'établissement, parce qu'ils sont confrontés à des problèmes de conscience ou des choix, ou toutes les questions normatives. Donc j'ai toujours pensé qu'il fallait vraiment d'abord être formé, et puis s'intéresser à ces questions, non pas en ayant une réponse toute prête à toute situation, mais en ayant une réponse adaptée à chaque personne. Monsieur Vella a été assez réactif puisqu'il a décidé de mettre en place un comité d'éducation à la santé et à la sexualité qui allait réunir les professeurs, mais pas seulement, l'infirmière, évidemment les personnes qui sont chargées de la vie scolaire. On s'est penché ensemble sur le texte dans un premier temps. Il y a eu 2 points de départ dans notre façon de voir les choses. Ça a été tout d'abord la visite des évaluations par l'Éducation nationale, où ils ont trouvé que notre marge de progression était importante au niveau du parcours santé. Et le deuxième point qui a été pratiquement concomitant, c'est la parution du projet de programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Quand on a vu qu'il y avait un projet de programme, on s'est dit que ça va forcément devenir un programme. Et donc on a décidé de ne pas attendre que le programme sorte et on s'est mis à travailler sur ce projet depuis 1 an. Et donc tous ensemble, on s'est penché en fait sur ces programmes et on s'est rendu compte que en fait beaucoup de points sont déjà traités dans les contenus disciplinaires par les différentes matières, notamment la SVT et le MC. J'ai demandé qui accepterait de participer à un groupe de travail et de réflexion sur cette question-là. Et il y a eu suffisamment de volontaires, parce qu'il y a une dizaine de volontaires, essentiellement des femmes d'ailleurs, mais il y a quand même un homme, professeur d'EPS, dans le groupe de pilotage. En fait, après cette première réunion, on s'est dit, mais en fait, on fait déjà beaucoup de choses. On a décidé de mettre en place une plateforme qui permet de faire un document collaboratif, pas
par discipline ce qu'on faisait. Donc des personnes de chaque matière présente, toutes les disciplines devaient être présentes, ont demandé aux professeurs, niveau par niveau, de dire ce qu'ils ou elles faisaient dans leur classe, qui correspondait en fait à des éléments du programme, donc aussi bien des éléments culturels que des éléments voilà, plus pratiques, et effectivement de les mettre en perspective les unes par rapport aux autres dans une logique chronologique par rapport à un développement des élèves. On était vraiment dans l'initiative individuelle jusque-là, et là ça permet aussi de mettre les choses en perspective avec un projet d'établissement tout simplement. Alors nous sommes sous tutelle congréganiste, des Sœurs de Notre-Dame des Missions, donc elles ont un projet éducatif qui est quand même clairement défini, l'ouverture aux autres, l'ouverture à l'international, prendre soin des personnes, prendre les élèves où ils sont, bref, un discours qui est bien sûr exigeant mais pas normatif. Et j'insiste, parce que là plusieurs fois que j'utilise ce terme, on ne peut pas avoir une entrée normative si on veut s'emparer de ces questions-là. Sans ça, on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer. Je pense que ça a beaucoup changé les choses en termes d'implication personnelle. Ça a permis, selon moi, une rencontre avec les élèves. On s'est aperçu qu'il y avait des manques dans notre façon d'aborder les choses, notamment sur la pornographie, où là, tout le monde a botté en touche en disant « Ah non, non, mais moi, je ne parle pas de la pornographie aux élèves, je ne suis pas capable, que ce soit les hommes ou les femmes. » On ne se sentait pas apte à parler de ça, on ne savait pas comment faire. Du coup, on a demandé à une association, parce qu'un programme, ça se prépare d'une année sur l'autre, de réunir les parents de 6e sur la pornographie. Compte tenu que ce sont les premiers éducateurs, eh bien, on va travailler ensemble et on leur montre qu'on va travailler ensemble avec eux. Mais là, ce n'est pas nous qui allons le faire sur cette question-là. Mais c'était un manque évident. Nous, on cherche effectivement à s'adapter à nos publics et dans ce qu'ils sont capables de recevoir en termes d'informations pour peut-être éviter ce que certains psychologues appellent les fractions psychiques, c'est-à-dire aller dans des domaines où eux-mêmes ne sont pas encore assez matures et assez informés pour éviter voilà, de leur faire une forme de violence pour éviter les violences, ce qui est quand même un paradoxe. Et d'ailleurs, c'est une grosse difficulté, c'est que dans une classe donnée, dans un groupe classe donné, les élèves n'en sont pas tous au même niveau de connaissance, voire même au degré d'exposition. Je pense par exemple à la vue d'images à caractère pornographique, certains en ont vu, d'autres non. Et donc pour certains, il faut savoir les aider, les protéger, et pour d'autres, il faut éviter d'empiéter en allant sur des sujets qui ne les concernent pour l'instant pas encore. Ça, c'est toute une difficulté, enfin, c'est un vrai sujet. Parler de sujets parfois intimes, évidemment que ce n'est pas notre formation initiale, et que ça peut mettre mal à l'aise nécessairement, et donc il faut réussir en fait, à transposer l'intime sur le champ politique, au moins, voire même sur le champ éthique, voire sur le champ spirituel aussi, parce que c'est un des apports quand même de l'enseignement catholique. Donc ça nécessite une formation, des connaissances, mais on a tous à y gagner, et les élèves en particulier dans leur vie actuelle et de futurs adultes. La notion de consentement, on n'en parlait jamais. Et donc là, ça va devenir la priorité avec les classes de seconde. Là, pareil, un travail avec une association qui va aider à travailler et ce que soit repris par les enseignants. Donc là, ce sont deux manques qui nous paraissaient flagrants quand on a comparé ce qu'on faisait et ce qu'on nous demandait de faire. On s'est dit qu'il y a quand même des marges de progression importantes. Et puis en 5e, un manque, je ne sais pas comment il faut dire. En tout cas, on s'aperçoit que le langage utilisé par les élèves est souvent véhicule de sexisme, ou en tout cas d'idées de supériorité sans qu'ils s'en rendent compte. Donc là, on va faire tout un travail sur le vocabulaire des élèves en classe de 5e. C'est super important pour nous de nous adapter aux besoins de nos élèves, soit pour ne pas aller trop loin, soit pour voir quelles sont leurs spécificités, niveau par niveau, âge par âge. Bon, après, pour continuer, au lycée, on a constaté, on a entendu parler beaucoup et on a pu constater grâce à la vie scolaire qu'il y avait beaucoup d'images intimes qui circulaient sur les réseaux sociaux, sur leurs échanges entre eux. Et bien sûr, en termes de citoyenneté, ça nous concerne, notamment quand ces images circulent contre la vie et le consentement et l'accord des personnes. Donc on a fait venir un juriste qui travaille au Conseil d'État en première et en terminale pour parler d'une part des dangers, d'autre part des conséquences pénales de la diffusion d'images à caractère intime, voire sexuel sur les réseaux sociaux. Ce que je sais, c'est que travailler à l'égalité, c'est forcément travailler à la paix. Donc s'il y a de l'égalité dans un établissement scolaire, le climat sera plus pacifique. Identifier les souffrances des élèves liées à leur identité, liées à leur questionnement, c'est forcément apporter un peu de paix dans le monde d'aujourd'hui et surtout chez ces jeunes-là. Donc c'est un programme qui ne fera pas de mal. C'est un programme qui ne peut qu'apporter de la paix. Je ne sais pas quelle sera l'ampleur de cela, mais oui, je pense que quand on met un nom sur les choses, c'est mieux que d'enterrer les choses. Peut-être que ce qu'on peut apporter,
par rapport au programme qui propose des choses qui sont déjà de l'ordre de la tolérance, de la liberté, de l'écoute, c'est peut-être vraiment une attention portée à l'autre pour entrer vraiment en relation. On parle de relations sexuelles, mais vraiment que ce mot ait un sens, c'est-à-dire l'attention à l'autre, à ses spécificités, bien sûr à ses désirs, à ses limites, mais dans l'idée d'un enrichissement mutuel. Donc les indicateurs, ce sont les indicateurs a posteriori, forcément, voir si on a tenu ce que l'on voulait faire. Et puis après, les professeurs savent très bien ce qu'ils font dans leur salle de classe. Ils savent très bien où ils en sont, ce qu'ils ont réussi ou pas réussi. Et donc chaque professeur qui représente chaque matière sera chargé d'animer un temps d'échange avec ses collègues. Donc oui, il y aura un feedback, un retour. En tant qu'établissement catholique, on peut apporter des éléments qui fusionnent en fait la tradition chrétienne et cette éthique laïque, dans la mesure où on apprend quand même Il n'y a pas un établissement catholique à ma connaissance dont le projet éducatif ne dise pas qu'on considère la personne dans sa totalité, dans sa globalité, et pas seulement l'élève au niveau de sa scolarité, mais dans toute sa richesse humaine, et qu'on vise aussi à éventuellement le former sur le plan spirituel, l'ouvrir à des possibilités spirituelles, voire religieuses. Et je pense que cet intérêt porté à la richesse individuelle et à l'autre, dans sa spécificité, c'est quelque chose qu'on peut transposer dans notre éducation aux élèves sur le rapport qu'ils vont avoir avec les autres dans le domaine de l'amitié, dans le domaine amoureux, dans le domaine de la sexualité. Donc peut-être que ce qu'on peut apporter par rapport au programme qui propose des choses qui sont déjà de l'ordre de la tolérance, de la liberté, de l'écoute, c'est peut-être vraiment une attention portée à l'autre pour entrer vraiment en relation, voire même, si on se place peut-être dans les éléments qui nous viennent par exemple de Jean-Paul II sur le couple, un enrichissement spirituel, mais aussi la possibilité, à partir du fait d'être unis, de se tourner vers les autres, d'apporter du fruit à la société, pas seulement par la question de la procréation et de l'enfantement, mais aussi de participer à des projets associatifs, éventuellement d'avoir une vie artistique, une vie intellectuelle. Voilà, donc je crois que vraiment, ce qu'on a à apporter, c'est ça, c'est l'attention à la richesse de l'autre et à un enrichissement dans la relation. Et c'est complètement complémentaire, je pense. Quand on est confronté au réel, et le réel est dans nos établissements, eh bien, il faut le prendre à bras-le-corps. Donc j'ai beaucoup évolué sur ces questions-là. Je crois que vraiment, ce qu'on a à apporter, c'est ça, c'est l'attention à la richesse de l'autre et à un enrichissement dans la relation. Et c'est complètement complémentaire, je pense. Nous remercions l'établissement Notre-Dame des Missions à Charenton de nous avoir accueillis pour ce reportage et pour avoir mis en évidence les éléments clés d'une mise en œuvre cohérente en lien avec notre projet éducatif. Cette vidéo, ce reportage nous montre l'importance d'accompagner l'ensemble de l'équipe éducative à prendre en charge cette question des programmes EVARS en lien avec le projet ERS porté dans l'enseignement catholique. Structurer une feuille de route claire avec des contenus, une temporalité, des échéances, des objectifs, une méthode en lien avec l'ERS, les VARS, c'est très ambitieux. Mais comment intégrer les réticents? Comment intégrer les enseignants qui vont refuser catégoriquement de s'emparer de ces sujets? Alors c'est vrai, Théo, vous avez raison, les craintes peuvent être multiples. Pour un enseignant, la crainte de ne pas être à la hauteur ou de ne pas vouloir discuter de ces sujets avec les jeunes. Les sujets sont complexes, il peut y avoir des incompréhensions aussi sur les objectifs du programme, voire des oppositions fermes et des convictions exprimées, c'est évident qu'il peut y avoir ça. Il est sûr que les formations seront un point très particulier et un point d'attention pour le chef d'établissement de pouvoir proposer aux enseignants des formations pour lever aussi des appréhensions. Alors les formations, on sait que Formiris, en lien avec les ISFEC, les directions diocésaines de l'enseignement catholique, vont pouvoir proposer des formations. On sait qu'avec la laïcité, c'est un des axes prioritaires pour la rentrée prochaine pour l'enseignement catholique. Ça, c'est un premier point, c'est la formation. Les directions diocésaines ont des référents, qu'ils soient sur les protections des publics fragiles, sur le ARS. Dans les diocèses, vous avez des personnes ressources qui travaillent au quotidien pour rassurer, apporter des éléments, discuter avec les chefs d'établissement, avec les équipes au cours de journées pédagogiques. Ça existe déjà, cela. Et donc, ça pourra se déployer de manière encore plus forte.
On peut compter aussi sur des associations qui seront spécialisées dans des thématiques particulières pour soutenir sur des points d'attention. Le chef d'établissement, dans la vidéo, a pu en parler, par exemple. Les ressources, si elles sont validées et claires sur des plateformes qui seront très bientôt mises en ligne, pourront aider dans le montage des séances. Et évidemment, par rapport aux parents, si des parents sont réticents, eh bien, on pourra aussi travailler avec eux sur la charte éducative de confiance, qui est connue dans nos établissements comme un cadre de dialogue et de respect mutuel. Il me semble qu'un élément aussi important dans cette mise en œuvre, pour intégrer l'ensemble, même les plus réticents, et pour désamorcer certaines tensions qui peuvent exister, on voit bien là, et c'est un peu ce qui nous a été présenté dans ce reportage, l'ensemble de prendre collectivement et ensemble avec les volontaires, et petit à petit d'en discuter aussi par matière, par compétences, les uns avec les autres, pour voir les éléments sur lesquels on peut se mettre en accord pour que ces programmes deviennent une réalité à partir de la rentrée. Et nous avons aussi un ancrage très fort qui est en fait le projet de l'enseignement catholique. Parce que cette vision chrétienne et cette vision de la personne, de la dignité de chacun, est aussi un point d'appui essentiel parce qu'il ne faut pas oublier de repartir de cette base qui est quand même le fondement spécifique de notre activité au quotidien aussi. Tout à fait. Et donc, nous l'avons bien dit à plusieurs reprises depuis le début de ce webinaire, ce programme EVARS devra être mis en œuvre par les enseignants. Les enseignants sont donc en première ligne. Là, nous allons peut-être voir aussi un changement de modalité dans la mise en œuvre, où nous avions souvent l'habitude pour l'éducation affective, relationnelle et sexuelle d'appeler des associations extérieures pour prendre en charge ces séances. À partir de la rentrée, le programme EVARS demande à ce que ce soit les enseignants qui prennent en charge ces séances. Il nous faudra donc proposer des modalités d'animation collectives, souples, mais aussi engageantes, ce qu'a rappelé la circulaire du ministère au moment de la publication des programmes en février dernier, ce qu'a rappelé aussi le secrétariat général de l'enseignement catholique dans la note qui a suivi une dizaine de jours plus tard. L'ensemble de ces modalités d'animation sont à prendre en compte dans une visée programmatique. Et là encore, le reportage nous le disait bien, l'idée c'est de passer d'éléments cloisonnés à un décloisonnement, à un fil conducteur qui donne une cohérence à la proposition éducative. Les enseignants sont les principaux acteurs. Nous ne pouvons pas déléguer à d'autres personnes ces séances du programme EVAR au premier degré et EVARS au second degré, et encore moins à des associations extérieures. Si nous faisons appel à du personnel éducatif ou à des partenaires associatifs, c'est toujours en co-animation avec l'enseignant responsable. Et c'est l'enseignant responsable qui a la responsabilité du début jusqu'à la fin de la séance, qui anime principalement la séance du programme, et un intervenant extérieur, que ce soit un personnel éducatif ou une association, vient mettre un zoom sur une compétence, une notion du programme sur lequel il va y avoir une co-animation. Toute co-animation, et il est important de le rappeler, doit être anticipée, prévue, programmée, organisée en amont. Ça ne s'improvise pas. Les séances du programme EVAR et EVARS sont à penser collectivement. Il n'est pas prévu dans ce programme qu'un enseignant, le matin même, décide de prendre en charge une séance de 2 heures sur les VARS. Celle-ci est anticipée, organisée, et la co-animation est elle aussi prévue. L'appel à tout partenaire doit être fait dans un cadre légal très strict. Il faudra vérifier les compétences de l'intervenant, ses diplômes, ses précédentes interventions, etc. Faire connaître aussi les procédures propres à l'établissement en matière de protection des mineurs, faire connaître le programme de protection des publics fragiles, à qui l'intervenant doit s'adresser si des faits préoccupants sont suspectés ou déclarés par un élève. Faire connaître le 3PLF aux intervenants est indispensable. Le recours aux associations agréées par l'État n'est pas une obligation. Ces associations, si elles doivent intervenir, interviennent exceptionnellement,
jamais lors de la première séance EVARS, qui permet de poser le cadre d'une première séance sur ces compétences et notions visées dans le programme. Le recours à nos partenaires historiques sera toujours possible. Ces partenaires ne sont pas nécessairement agréés. Ils pourront intervenir dans la sensibilisation en amont auprès de vos équipes éducatives. Ces partenaires pourront intervenir pour penser un projet ERS qui est bien plus global que le programme EVARS, comme nous l'avons déjà dit. Ces partenaires pourront aussi continuer à intervenir auprès de vos élèves à l'occasion de journées banalisées dans le cadre d'un projet ERS qui ne rentre pas dans le programme EVARS, à l'occasion de temps programmés autour de thématiques sur l'ERS qui sont complémentaires à l'EVARS. Comme nous l'avons dit, et je le répète et j'insiste, l'enseignant est responsable des séances du programme EVARS, qui est construit à partir des compétences ciblées dans le programme. L'enseignant n'invente pas les notions ou compétences qu'il va vouloir cibler. Il prend le programme et construit ses séances à partir des notions et compétences qui sont organisées autour de 3 axes. Le premier axe, se connaître, vivre et grandir avec son corps. Le deuxième axe, rencontrer les autres et construire des relations et s'y épanouir. Et le troisième axe, trouver sa place dans la société, y être libre et responsable. C'est autour de ces 3 axes que le programme est construit à partir du premier degré jusqu'au second degré. Et c'est autour de ces 3 axes que des notions et compétences sont vues et reviennent régulièrement. Pour ainsi dire, on accompagne l'élève dans son cheminement en accentuant certaines notions qui reviennent de manière régulière. Dans le premier degré, comme nous l'avons déjà dit, le programme EVAR a des notions et compétences articulées sur les 3 axes qui vont venir s'articuler dans le quotidien de la classe, dans l'ordinaire de la classe. Et au second degré, ces notions et compétences sont toujours articulées autour de ces 3 mêmes axes et ont lieu lors de séances. Nous parlons de séances EVARS qui vont avoir lieu à partir de ces notions et compétences. Et ces séances EVARS ne sont pas des heures en plus des cours. Ces séances EVARS ont lieu sur les heures de cours programmées. Nous y reviendrons juste après. Évidemment, nous l'avons déjà dit aussi à plusieurs reprises, nous voyons là que pour tenir avec ce programme EVARS, un projet ERS qui fait sens dans nos établissements, avec une vision intégrale de l'homme, avec ce cheminement de l'élève vers une découverte de son propre corps, du discernement, pour lui donner les clés pour devenir un adulte responsable dans la société, un adulte qui se connaît et qui respecte les autres, un adulte qui a découvert ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai. Il est important que nos enseignants soient formés. Comme Sébastien nous l'a déjà dit, une des priorités qui est donnée l'année prochaine, c'est vraiment la formation sur l'ERS et les VARS, donc au niveau des ISPEC, mais aussi au niveau des établissements. Vous, chef d'établissement, vous pouvez consacrer une journée pédagogique sur cette thématique. Vous pouvez vous mettre en lien avec votre référent ERS au niveau diocésain pour organiser une sensibilisation en début d'année ou en cours d'année à destination de l'ensemble de la communauté éducative. Vous pouvez faire appel, comme je vous l'ai déjà dit, à vos partenaires historiques, que ce soit Leclerc, que ce soit Cézanne, que ce soit Mediaclub, que ce soit d'autres organismes partenaires dont on sait qu'ils interviennent beaucoup dans vos établissements. Vous pouvez faire appel à ces organismes pour penser un projet ERS, pour penser une sensibilisation auprès de vos communautés éducatives. Nous vous invitons vraiment à vous appuyer sur ces compétences, sur ces personnes qui ont été formées et qui interviennent depuis longue date sur ces thématiques dans nos établissements. La mission revient aux enseignants, nous le répéterons encore, nous l'avons déjà dit, mais il est important, et là nous tenons un des changements de la mise en œuvre. Peut-être, Monsieur Sébastien, vous voulez revenir sur l'un ou l'autre élément. Tout à fait. Alors, je reprends cet aspect qui est programmatique, qui est un enseignement avec des notions et des compétences à construire. Et cet élément aussi qui est très important, c'est l'aspect spiralaire. C'est-à-dire qu'on va ici travailler sur des thématiques qui sont identiques de la petite section de maternelle jusqu'au plus grand du lycée.
il est évident qu'il aura à reprendre progressivement dans la scolarité ces éléments avec les enseignants respectifs. Et au niveau des thématiques qui sont à travailler, on est sur le consentement, le numérique et les réseaux sociaux, l'égalité et la lutte contre toute forme de discrimination, dont le harcèlement, et la connaissance scientifique et santé. Alors, les enseignants doivent, et ils ont l'habitude, ils se forment aussi depuis des années, donc il faudra réinvestir aussi des compétences qui sont transversales, avec la notion du débat et de l'écoute empathique, parce que c'est de la même manière, ce ne sont pas peut-être des cours de la même manière, hein, donc voilà, cette notion de débat et d'écoute empathique, elle devra être déployée complètement et pleinement. Donc dans la manière d'organiser la salle, dans la manière de le travailler, il faudra bien que les élèves voient bien qu'on n'est pas que sur un cours strictement comme ils ont l'habitude parfois de le faire. Donc il faudra forcément retravailler aussi ça avec les enseignants pour que les élèves arrivent aussi à intégrer que ce sont des cours, oui, mais qui ils sont différemment travaillés, on va pouvoir le dire comme ça. Pour les enseignants, peut-être qu'il y aura des moments où les séances EVARS vont provoquer chez le jeune des confidences sensibles parce qu'ils auront vécu des violences, des abus, ou tout au moins un mal-être qu'ils exprimeront. Il faudra que l'enseignant soit capable de recueillir la parole, parce qu'il faudra le faire. Alors, il est évident, et on est bien d'accord là-dessus, si des enseignants nous écoutent, un enseignant ne s'est pas transformé en l'espace de quelques jours en psychologue, en enquêteur, ni en juge. Évidemment que l'enseignant devra transmettre ces informations aux personnes référentes dans l'établissement, surtout via le chef d'établissement qui pourra faire des informations, que ce soit à la CRIP ou article 40 alinéa 2, en lien avec le procureur de la République. Pour compléter ce que vous venez de nous dire, je rappelle que sur la plateforme du 3PF, du Programme de protection des publics fragiles de l'enseignement public, vous retrouverez des livrets sur comment recueillir la parole d'un enfant victime ou témoin, comment mettre en place des dispositifs d'écoute, et puis l'ensemble des livrets sur la bientraitance éducative, mais aussi le livret 1, qui redonne le cadre global et la manière de piloter le programme de protection des plus fragiles en établissement, avec un rappel juridique. Dans les éléments que l'on vient d'évoquer, nous voyons évidemment ressortir l'importance de la posture éducative, une posture éducative qui se travaille collectivement, et on voit bien que c'est des sujets sensibles, c'est des sujets sur lesquels nous allons avoir du mal à mobiliser peut-être certains enseignants qui pourront être réticents. Et puis, il faut parler aussi concrètement. Nous l'avons dit, ces séances de RS auront lieu sur les heures de classe. Il n'y a pas de rémunération prévue en plus, il n'y a pas d'heures supplémentaires en plus. Le choix des enseignants, c'est sur la base du volontariat. Il faudra trouver des enseignants qui sont prêts à prendre en charge ces séances en lien avec leur matière. Et nous parlons souvent de co-animation, d'apports complémentaires, de compétences et expertise. Et alors tout cela, il va falloir l'accompagner, l'amener. Peut-être que vous avez des conseils à nous donner, Sébastien? Alors c'est vrai qu'en préparant, on s'est posé beaucoup de questions, surtout sur la notion de décrocher ou pas. Alors de quoi parle-t-on quand on le dit comme ça? C'est-à-dire que dans le premier degré, les séances ne sont pas décrochées et elles sont bien incluses dans les 24 heures d'enseignement par semaine. Il restera, et évidemment c'est un pôle important, à formaliser ce cadre de pilotage par le chef d'établissement. Tout à fait. Pour le second degré, de la même manière, ces fameuses séances EVARS sont-elles décrochées ou pas au niveau de l'emploi du temps? Ces séances, elles sont spécifiques en lien avec le programme, vous l'avez, Théo, dit plusieurs fois. Donc, on peut penser et on peut dire qu'elles ne sont pas décrochées de l'emploi du temps. Donc, ce ne sont pas des séances supplémentaires. Vous l'avez formulé plusieurs fois, je me permets de le redire. Il peut y avoir des éléments supplémentaires, des séances supplémentaires, en lien avec nos partenaires, en lien avec ce que nous faisons avec le ARS depuis tant d'années. Il serait, me semble-t-il, vraiment dommage, pour ne pas employer un terme plus fort, de laisser tomber le ARS en disant maintenant, ça s'appelle EVARS. Pas du tout.
C'est-à-dire que les séances EVARS, elles sont là, d'accord, mais elles sont intégrées dans quelque chose qui est beaucoup plus large et qui est le RS. Et cet aspect-là, il est évident, quand on le dit comme ça, pardon, je me permets de le redire, s'il n'y a pas de créneau en plus, je parle des séances EVARS, il n'y a pas nécessité forcément d'avoir des HSE qui soient attribués dans ce cadre-là, de trouver des pactes ou de trouver des IMP, hein, les chefs d'établissement connaissent par cœur cela, parce que ces financements-là permettent de faire déjà beaucoup de choses dans l'établissement et de découper encore plus peut créer aussi des difficultés pour le chef d'établissement. Alors, si les dotations de l'établissement le permettent et s'il a la possibilité, l'opportunité d'utiliser des petits éléments, rien ne l'empêchera de le faire. Mais en tout cas, on pense qu'il vaut mieux être prudent, surtout en commençant. Et voilà, vous l'avez dit, hein, les séances, la progressivité aussi qu'il est à faire. Peut-être qu'au début, l'établissement commencera avec 1 heure fois 3, pourra passer, parce que c'est préconisé, vous l'avez dit, à 2 heures. Mais en tout cas, voilà, il faut y aller en progressivité. Et il est évident que, comme on a dit qu'il y aurait des retours pour le chef d'établissement, il pourra, par petites touches successives, continuer à progresser pour que l'ensemble des élèves soit couvert. Parce que s'il y a un enseignant, et peu importe la matière, on l'a dit, qu'il fait dans ses cours, mais qu'à côté les autres élèves n'ont pas, il y a aussi tout cet aspect de programmation sur l'année pour que ce que l'on est en train de dire soit pour tous les élèves. Exactement. Je répète, du coup, au premier degré, nous parlons bien de séances ERS qui, quand elles ont lieu, s'inscrivent dans les 24 heures d'enseignement par semaine. Et au second degré, on nous parle bien d'EVARS qui, quand ces séances ont lieu, c'est 3 séances par an qui peuvent, c'est une recommandation, hein, durer 2 heures et qui s'inscrivent dans le schéma disciplinaire et qui ont lieu sur les heures prévues dans les plannings. Alors, nous abordons enfin un point qui est essentiel, la communication avec les parents. Nous savons bien, il y a eu beaucoup d'échanges sur ces programmes EVARS à leur publication. Il y a beaucoup de parents qui ont déjà manifesté leur appréhension, leurs inquiétudes. Et il va de soi que cette communication avec les parents doit être anticipée, doit être prévue, doit permettre d'éclairer certains termes du programme, certains éléments de vocabulaire. Cette communication doit permettre aussi de rassurer, d'honorer cette part de la coéducation qui est propre au projet de l'enseignement catholique. Nous vous proposons de repartir dans l'établissement Notre-Dame des Missions, où le directeur va nous partager la manière dont lui a vécu cette communication avec les parents et les choix qu'il a décidé de mettre en œuvre pour penser la rentrée à partir de ces programmes EVARS. Dès la première réunion, on s'est posé la question, est-ce qu'il fallait associer les parents ou pas à ce travail de définition? La réponse, elle a été, de notre point de vue, non, parce qu'il y avait un programme qui sortait avec les âges, avec les années, etc. Donc il est quand même bien déterminé. Et on n'avait pas demandé aux parents si on faisait ça telle année ou telle autre année, puisque normalement, c'est défini. Donc la place des parents est arrivée, mais en fin de parcours. Elle est arrivée en disant, voilà, on les avait informés, hein, on avait informé le CA d'appel du travail qui était fait, il a même été présenté régulièrement en réunion de CA d'appel. Mais c'est une fois que le programme a été terminé, validé, confirmé par les personnels et les enseignants, que là, on a consacré un conseil d'administration d'appel à présenter ce programme et à recueillir les réactions des parents. On a beaucoup travaillé ensemble à une formulation en chapeau, hein, je vous la lis peut-être. Hein. L'enseignement catholique affirme avec justesse que les parents sont les premiers éducateurs. Nous partageons pleinement cette position qui nous guide au quotidien. Donc on désamorce déjà des critiques de parents. Vous trouverez ci-dessous nos actions en matière d'éducation à la santé, à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Notre démarche est progressive de la petite section à la terminale. Elle est réévaluée chaque année par la commission interne ad hoc composée d'enseignants et de personnel.
Chaque année, ce document est présenté au CA de l'appel. Nous sommes tous d'accord pour reconnaître à la famille son rôle de premier plan en matière d'éducation sexuelle et à l'école son rôle spécifique, complémentaire et essentiel. Donc on renvoie bien aux parents que c'est à eux de faire cette éducation, mais qu'on va les aider. L'école, comme complémentaire de l'éducation apportée aux familles, l'école qui vient contribuer à cette éducation. Des éléments à ajouter, Sébastien? Pour appuyer ce qu'a dit le chef d'établissement à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une importance capitale de l'information auprès des parents, de les inviter, de dialoguer par l'intermédiaire de l'appel et d'avoir aussi leur adhésion au projet éducatif, en fait, puisqu'on a bien vu que ce programme-là s'intègre dans l'ERS qui est plus large et que les familles connaissent. Proposer ces temps d'échange et de sensibilisation permettront peut-être aussi de faire tomber des incompréhensions ou des éléments de langage qui auraient pu être mal cernés ou mal compris et devraient permettre d'être plus à même de travailler toujours en bonne harmonie et en confiance avec les parents. Voilà, nous arrivons presque au terme de ce webinaire. Alors, nous vous proposons de nouveau un temps d'interaction. Quels acteurs de votre communauté éducative vous semblent indispensables à associer au pilotage de l'EVARS? Voilà, quels acteurs de votre communauté éducative vous semblent indispensables à associer pour le pilotage? Nous voyons bien que c'est l'ensemble de la communauté pédagogique, éducative, et j'insiste aussi sur, et nous l'avons déjà dit, sur la place des parents, mais aussi sur la manière dont nous pouvons associer les élèves. Nous vous proposons maintenant une deuxième question. Dans quelle mesure pensez-vous que l'ERS peut contribuer à renforcer le sens du projet éducatif de votre établissement? Dans quelle mesure pensez-vous que l'ERS peut contribuer à renforcer l'identité et le sens du projet éducatif de votre établissement? Voilà, nous vous remercions pour votre participation à travers ce WooClap. Nous vous proposons à présent de passer à un temps de questions et réponses à partir des éléments que vous avez pu poser dans l'onglet questions et réponses. Nous avons un certain nombre de questions qui concernent l'intervention des associations. Et il y a un petit peu de flou sur cette question. On a vu dans le reportage que le chef d'établissement évoquait le recours à une association. Vous-même en avez parlé, mais avec des réserves. Est-ce que vous pourriez refaire le point sur qui peut intervenir? Et la deuxième question est liée, puisque vous allez certainement nous parler des associations agréées. Où peut-on vraiment voir qui est agréé et qui ne l'est pas? Alors, il y a trois situations où nous pouvons faire intervenir une association. Première situation, le programme EVARS. Nous souhaitons faire intervenir une association sur une notion, une compétence du programme. Dans ce cas-là, l'enseignant, en accord avec le chef d'établissement, doit faire appel à une association qui est dûment reconnue pour ses compétences et agréée par l'État, que ce soit au niveau du ministère ou au niveau académique. Vous trouverez l'ensemble de ces associations sur le site du ministère ou au niveau du site de l'académie. Au niveau des académies, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4 associations agréées et au niveau du ministère, nous en avons davantage. Mais nous le rappelons, ces interventions dans le cadre du programme EVARS doivent être ponctuelles, rarissimes, car le programme est sous la responsabilité des enseignants en accord et en lien avec le pilotage du chef d'établissement. Les enseignants qui font appel à ces associations ne pourront pas déléguer l'animation complète de la séance prévue
avec l'intervention d'une association agréée dans le cadre de l'EVAR ou de l'EVARS. L'enseignant devra être en posture de co-animation avec l'intervenant qui viendra pour une notion précise qui a été relevée dans son cahier d'agrément, donc qui est la raison pour laquelle l'association est agréée. De manière très simple, comme nous l'avons dit dans le webinaire, nous ne recommandons pas l'intervention à ces associations sur un temps d'enseignement très court qui est sous la responsabilité de l'enseignant. Nous pouvons faire appel dans une deuxième situation à des associations partenaires, par exemple à l'occasion d'une journée thématique qui rentre dans un projet plus large, le projet EARS de l'établissement. Autour d'une journée thématique ou autour d'une conférence, nous pouvons faire appel à des associations partenaires. Et donc là, nous ne sommes plus dans le cadre des programmes EVARS, nous sommes dans le cadre du projet EARS qui est plus large, plus global que le programme EVARS qui en est qu'une partie. Et dans ce cadre-là, les associations auxquelles vous allez faire appel peuvent être des associations reconnues par la direction diocésaine, qui peuvent être recommandées par le référent EARS de la direction diocésaine, ou vos associations partenaires. Je pense à l'association du clerc, je pense à Cézanne, je pense à Mediaclub, je pense à d'autres associations qui ont leur expérience avec nous dans nos établissements. Et puis, la troisième situation où vous pouvez faire appel à des associations, c'est dans le cadre de conférences organisées à destination des parents. Vous choisissez, comme le chef d'établissement, M. Vella, nous l'a expliqué, de faire appel à une association pour venir parler de la pornographie, du consentement, de l'éducation affective aux parents. Et vous avez toute liberté et légitimité pour organiser cette rencontre avec l'association partenaire de votre choix et être accompagné peut-être par l'association des parents d'élèves, l'APEL, ou par la direction diocésaine pour choisir un intervenant qui conviendrait à votre projet de conférence à destination des parents. Du coup, on vous demande de refaire un petit point sémantique pour rappeler la différence entre EARS et EVAR ou EVARS. Alors, l'EARS, l'éducation affective, relationnelle et sexuelle, est portée depuis de nombreuses années, bien avant la loi de 2001, par l'enseignement catholique. L'EARS s'est passé à travers l'école de la relation, à travers des ateliers pédagogiques et éducatifs. L'EARS est lié à notre projet éducatif propre, à la vision éducative que nous avons, qui est liée à cette éducation globale, intégrale, qui cherche à permettre aux jeunes d'éduquer autant le corps, le cœur que son âme, de développer sa conscience, de développer ses atouts spirituels, de développer la personne dans sa totalité, dans sa globalité, dans toutes les composantes de sa personne. Et l'EARS se traduit autant dans la manière de penser l'organisation globale de l'établissement. L'EARS intervient quand nous pensons bien-traitance éducative, quand nous pensons prévention. L'EARS intervient quand nous pensons aussi la sanction de notre établissement. L'EARS intervient dans la manière de penser collectivement ces questions éducatives en lien avec notre projet éducatif. Dans l'EARS, on peut organiser des conférences, comme on l'a déjà dit, à destination des parents, à destination des élèves, des conférences sur la pornographie, des conférences sur la vision chrétienne de l'homme, propre à notre projet éducatif, qui se traduit dans des questions plus thématiques. Et l'EVARS est l'une des composantes de l'EARS. L'EVARS ne peut pas résumer à elle seule tout le projet de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle porté par l'enseignement catholique. Sur l'EVARS, nous sommes surtout sur une dimension de prévention, une dimension préventive qui cherche à lutter contre. Quand nous l'appliquons à un projet plus global, plus large sur l'EARS, nous cherchons à développer chez les jeunes une conscience du beau, du vrai. À quoi suis-je appelé? Vers quoi je souhaite aller? Avec qui je souhaite rentrer en amitié, dans des relations amicales? Comment je souhaite construire ces relations amicales? C'est tout ce que nous développons à travers l'école bien traitante, à travers l'école de la relation. Ces éléments-là sont beaucoup plus larges que le programme EVARS et sont à prendre en compte sérieusement dans nos établissements.
C'est très clair. Alors, maintenant, je relaye plusieurs questions. Je vais vous lire l'une d'entre elles, mais elle est posée par plusieurs interlocuteurs à peu près sous cette forme-là. Donc, c'est un chef d'établissement du 44 qui vous parle du cas d'un enseignant qui aurait non pas peur de s'emparer de la question, mais au contraire, saisirait l'occasion pour faire la promotion et non l'explication de certaines orientations en position ouvertement en opposition avec l'identité catholique et les valeurs prônées par l'Église. Donc, quel pouvoir a à ce moment-là le chef d'établissement pour cadrer le discours? Et on a plusieurs questions comme ça de chefs d'établissement qui peuvent s'inquiéter en fait. Nous comprenons et nous entendons cette inquiétude. Il me semble que des éléments qu'on a apportés permettent peut-être de resituer. L'EVARS ne peut pas être décrété de manière, par un enseignant tout seul de son côté et se dire aujourd'hui je vais faire une séance EVARS sur les sujets que je veux aborder avec le prisme que je veux. Le programme donne un fil rouge avec des notions et compétences qui sont à aborder. Une des difficultés peut être par exemple sur la thématique du genre. Alors, comment aborder cette question-là? Cette question demande en fait des compétences à apporter aux élèves sur la distinction homme-femme, sur la complémentarité, mais aussi sur le respect de l'autre, de la dignité de toute personne humaine. Et donc, pour y répondre de manière satisfaisante et appropriée, en respectant et le développement psycho-affectif de l'enfant et le groupe classe, et plus largement le projet dans lequel l'établissement est engagé, il convient de penser collectivement ce qui va être mis en œuvre dans ce programme EVARS, non pas pour censurer tel ou tel enseignant, non pas pour interdire d'aborder telle ou telle thématique, mais pour voir comment collectivement on honore cette dimension éducative dans laquelle nous nous retrouvons, comme nous l'avons déjà indiqué avec Sébastien, et puis comment nous allons la traiter ensemble. Il est important, nécessaire que le niveau de troisième, par exemple, quand on décide d'aborder les différentes questions du programme, elles soient abordées de manière similaire d'une classe à une autre. C'est-à-dire que si l'enseignant d'histoire-géographie prend en charge pour une classe de troisième une partie d'un des trois axes du programme, l'enseignant de littérature prend la classe d'à côté et aborde les mêmes notions et compétences, les supports doivent être similaires, c'est-à-dire qu'on a organisé ensemble, le discours doit avoir été vu ensemble, en amont. Ces séances sont donc organisées, préparées. Et c'est là que nous voyons l'importance d'un pilotage par le chef d'établissement. Monsieur Vella, à Notre-Dame des Missions, nous l'expliquait très bien, ainsi que la référente égalité filles-garçons, nous ont montré comment collectivement ils se sont mis autour de la table avec des volontaires, et ensuite ces volontaires sont retournés vers leurs collègues des mêmes matières, des mêmes notions, pour voir ce qui était déjà honoré, et puis voir comment on pouvait aborder ensemble, au diapason, si je peux dire, unis sur l'une ou l'autre thématique, ces notions qui sont dans le programme et qui sont vraiment un fil rouge qui justement doivent permettre de cadrer le propos et le discours et accompagner la liberté pédagogique des enseignants en lien avec le programme EVARS et en lien avec notre projet éducatif. Je pense qu'il faut vraiment insister aussi sur la notion du projet éducatif, pour le coup, et sur aussi l'aspect collectif que Théo vient de discuter, parce qu'il faut vraiment que, alors peut-être qu'au départ, ça sera un petit nombre d'enseignants. Alors au premier degré, tous les enseignants, quelque part, doivent s'en emparer, mais au second degré, le collectif, plus il sera important, et plus le dialogue sera riche, et plus le chef d'établissement, en reprenant le projet éducatif, pourra s'appuyer dessus. Et j'ose dire aussi que les directions diocésaines ont toutes des orientations diocésaines qui ont été promulguées, voilà, et les établissements peut-être auront à relire leur projet éducatif en lien avec ces orientations diocésaines données
par l'évêque du lieu et qui permet aussi de donner cette dimension qui part un peu par le haut peut-être. Alors certains vont nous dire c'est peut-être un peu trop haut, mais en le relisant sous cette forme-là, ça permet aussi de nourrir une réflexion pour pouvoir après mener des actions concrètes. Il me semble enfin qu'un des éléments qu'on a abordé, c'est évidemment la sensibilisation de notre équipe éducative et pédagogique, la formation, comment aujourd'hui on pense avec Formiris, les ISFET qui sont des partenaires essentiels, indispensables pour penser justement la sensibilisation et la formation de nos enseignants sur ces thématiques-là, pour justement travailler la posture éducative et comment les diocèses qui mettent souvent en place des formations, des sensibilisations, peuvent être aussi des relais. Il me semble important qu'un chef d'établissement ne reste pas seul avec une situation comme elle nous a été décrite et qu'il n'hésite pas à faire appel à des relais, à des partenaires pour venir sensibiliser et former les communautés éducatives. Une petite question plus précise. Les séances peuvent-elles être dispensées par un personnel OGEC ou sont-elles réservées aux enseignants uniquement? Alors là aussi, nous y avons répondu. C'est l'enseignant qui est responsable. Si un personnel OGEC, un personnel éducatif vient en appui, c'est toujours en co-animation et l'enseignant est responsable de sa séance du début jusqu'à la fin. Je le rappelle que ces séances, quand elles ont lieu dans le cadre de l'EVARS, qui est un programme, peuvent être inspectées et il sera demandé des comptes non pas au personnel OGEC ou au personnel éducatif, mais bien à l'enseignant qui a la charge de cette séance du début jusqu'à la fin et qui doit être le principal animateur qui peut être suppléé, accompagné par un personnel éducatif. Bon, un de nos chefs d'établissement nous signale que ça va être compliqué dans les classes à examen parce que ça fait des heures en moins pour le programme de l'examen. Je pense qu'on peut répondre à la question vu qu'il sera important de réfléchir en équipe de pilotage quelles sont les thématiques qui seront prises dans les classes à examen. On peut penser par exemple aux troisièmes, aux premières, aux terminales, que ces thématiques aient une relation forte avec l'aspect programmatique que l'on a pu citer et qui s'intégreront, j'allais dire, tranquillement par rapport aux sujets qui sont déjà à traiter dans les programmes. Donc de fait, cette souplesse aussi qui est donnée dans l'organisation d'année en année permettra aussi de garder ces points plus spécifiquement en lien avec les programmes dans les classes à examen. Il est évident que l'on ne va pas expliquer à un enseignant de classe de terminale, il ne sera pas le seul, parce que si on dit 3 séances, ce n'est pas le même enseignant qui va gérer les 3 séances, et la répartition sur des aspects qui sont déjà dans leur programme va permettre aussi de faciliter l'intégration plus simplement et plus facilement à l'intérieur de cette programmation qui est annuelle, mais qui est aussi, on l'a bien compris, sur des cycles en fait. Et ça, c'est très important de le voir dans cet état d'esprit-là, parce qu'autrement, oui, il est vrai que si les gens se mettent en fait une contrainte et que ça n'a pas de rapport et qu'ils ne voient pas le lien et que ça tombe comme ça n'importe quand, il est évident que si c'est vu comme ça, ça peut provoquer chez les enseignants un aspect repoussoir, c'est que s'ils sont intégrés dans la démarche dès le début et dès maintenant, on peut leur faire confiance parce qu'ils ont l'habitude de gérer ces aspects-là. Ce qui rappelle aussi l'importance de faire cet état des lieux au début, de demander aux enseignants de regarder avec le programme ce qu'ils abordent déjà dans leur propre programme de matière et de faire des liens, de regarder quelles notions, quelles compétences peuvent être déjà abordées et du coup comment ils peuvent peut-être construire des séances EVARS en lien avec ces notions et compétences liées à leur propre programme et comment du coup ils vont venir enrichir la construction de leur année. Effectivement, nous vous proposerons dans les jours, semaines à venir des ressources, que ce soit des ressources pédagogiques, éducatives, sur des liens vers des associations partenaires possibles, sur des liens vers des contenus pédagogiques prévus, des séances type que nous vous proposerons. Ces ressources seront envoyées directement aux différents participants et puis accessibles en ligne sur le site du secrétariat général de l'enseignement catholique. Toutes ces ressources seront donc envoyées et puis nous prendrons en charge aussi l'une ou l'autre question sur lesquelles nous n'avons pas pu prendre le temps de répondre ce soir ou qui n'ont pas été abordées dans ce webinaire. Vous trouverez donc des éléments complémentaires dans ces ressources.
Il me revient maintenant de clôturer ce webinaire en vous remerciant tous. Vous avez été plus de 2000 à vous inscrire, à manifester votre intérêt, à nous demander de revoir ce webinaire en replay, ce qui sera possible d'ici quelques jours. Et ce webinaire pourra être aussi un appui pour vous, pour partager avec votre communauté éducative, pour le transmettre à l'une ou l'autre personne ressource dans votre établissement. Je vous invite aussi à prendre contact rapidement avec votre référent ERS en diocèse pour voir comment il peut vous accompagner, quelles sont les ressources qu'ils peuvent mettre à leur disposition. Et je remercie là aussi l'ensemble des référents ERS pour leur travail et pour avoir fait ce relais auprès de vous, chef d'établissement, qui êtes donc les premiers concernés par la mise en œuvre d'un projet ERS qui intègre les VARS. Je remercie aussi l'ensemble des personnes qui ont permis ce webinaire, Michael Gag, au secrétariat général, à la technique, Catherine Huel, qui nous a accompagnés dans la réalisation, et Sébastien. Je vous remercie aussi du temps accordé. Merci à chacun et chacune, et je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour votre mission et à bientôt.